des membres de l'équipage quelques jours avant la plongée. 5 personnes se trouvent à bord du Titan, dont 3 touristes, un homme d'affaires pakistanais et son fils, ainsi que le milliardaire britannique Hamish Harding. Le PDG de l'entreprise de jet privé avait commenté sur les réseaux sociaux le début de l'expédition. L'équipe du sous-marin est composée de quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur la RMS Titanic depuis les années 80, notamment Paul-Henri Narjolet. Car le français Paul-Henri Narjolet fait aussi partie de l'équipage. Âgé de 77 ans, cet explorateur a effectué la première partie de sa carrière comme officier de marine, puis pilote de sous-marin. Avant de se spécialiser dans l'archéologie maritime avec la fouille de nombreuses épaves, et notamment celle du Titanic, qu'il a pu observer la première fois en 87. Pour plonger sur le Titanic, évidemment, on ne peut pas y aller en plongée normale avec des bouteilles, parce qu'il y a quand même 3800 mètres. Donc on descend dans un petit sous-marin. On reste au fond entre 5, 6, 7, 8 heures, même la plongée la plus longue. Parce que sur le Titanic, on n'a pas beaucoup envie de remonter, donc on va jusqu'au bout des batteries, même parfois un peu plus que jusqu'au bout. Je me suis fait engueuler plusieurs fois à cause de ça d'ailleurs. Et ensuite, pour la remontée donc, dure à peu près le même temps, donc une plongée peut durer entre 10 et 12 heures. Comment expliquer la perte de communication? Le sous-marin a-t-il coulé? La coque est-elle endommagée? L'Institut français Ifremer vient de dérouter son navire, l'Atalante. Équipé de son robot pour grande profondeur, il va lui aussi participer aux recherches. Et on prend tout de suite la direction des États-Unis pour rejoindre notre correspondant Antoine Delard. Bonsoir Antoine, où en sont les recherches à l'heure actuelle? Je crois que les gardes-côtes annoncent 40 heures d'oxygène encore disponibles. Oui, exactement. C'est l'information principale d'un point presse qui vient de se terminer ici, qui était donné par les gardes-côtes américains. Effectivement, il reste 40 heures d'oxygène. Ça veut dire que le temps presse. Il faut impérativement retrouver le submersible et son équipage avant jeudi 15 heures, heure française. Parce qu'en fait, les réserves d'oxygène à l'intérieur de ce petit sous-marin, elles sont extrêmement limitées. Il a 4 jours d'autonomie au total. Il a commencé sa plongée dimanche. Plus 4 jours, ça nous amène donc à jeudi. Les gardes-côtes expliquent aussi que les recherches évidemment se poursuivent sans relâche, de nuit comme de jour. En fait, les gardes-côtes ont déjà ratissé une surface gigantesque, plus de 26 000 km². C'est l'équivalent de la Bretagne. Il y a 3 avions notamment qui sillonnent la zone avec des sonars. Il y a aussi des navires qui sillonnent la zone. Plusieurs navires sont engagés, notamment un navire de la marine américaine. Mais pour le moment, ça ne donne rien. Le submersible reste introuvable. Alors ce matin, des moyens supplémentaires ont été dépêchés sur place, notamment un drone sous-marin, c'est-à-dire un petit engin télécommandé équipé d'une caméra. Ça va permettre de mener des recherches sous-marines sous la surface de l'eau. Donc étonnamment pour le moment, ça n'avait pas encore été entrepris, tout simplement parce que les moyens n'étaient pas disponibles. Le capitaine qui a parlé tout à l'heure pour un point presse explique justement que les moyens sont limités. Il espère en recevoir d'autres dans les prochaines heures. Il dit aussi que l'opération est extrêmement complexe. À plusieurs reprises, il l'a dit pendant ce point presse, il a aussi, c'est pas forcément un bon signe, adressé ses pensées et ses prières à l'équipage qui est à bord de ce submersible ainsi qu'à leur famille. Il faut savoir aussi que si par bonheur ce submersible est retrouvé, il faudra lancer une deuxième phase de sauvetage pour essayer de le récupérer. Mais ça, c'est encore trop tôt pour y penser. C'est ce qu'il a dit en tout cas tout à l'heure pendant ce point presse. Ça dépendra de l'état dans lequel ce submersible est trouvé, de comment il est. Pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas à l'ordre du jour. Tous les moyens et tous les efforts sont concentrés sur la recherche de ce submersible. Merci beaucoup Antoine Delard pour ce point très complet en direct donc de Washington, puisque ce sont les gardes-côtes américains et canadiens qui supervisent ces recherches. On a appris par ailleurs cet après-midi que l'Institut français Ifremer déroutait son bateau qui possède un robot sous-marin pour aller sur zone, mais là aussi ça va prendre des heures et des heures. Avec nous pour revenir sur la situation du Titan et de ses 5 occupants, Alexis Rosenfeld, qui est photographe et explorateur à la fondation One Ocean, François Collet, président de l'association française du Titanic. Je renvoie à votre dictionnaire du Titanic qui est paru aux éditions Marine, et le général Jérôme Pellistrandi, consultant des France de BFM TV. Alexis Rosenfeld, vous qui connaissez bien ces explorations, de même que Paul-Henri Narjolet, qui est à bord, je le rappelle. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir et qu'est-ce que vous comprenez de la situation? Alors, Paul-Henri Narjolet est un grand spécialiste et c'est probablement notre mentor à tous sur l'exploration et sur l'usage de ces sous-marins. Moi, j'ai mon expérience
de petits sous-marins, pas à cette profondeur-là. J'ai une expérience aussi avec la Marine nationale où j'ai eu la chance de plonger et de participer à des exercices de sauvetage. Ce que je vois là, c'est qu'il y a une task force sauvetage absolument incroyable pour aller sauver 4 touristes dans un sous-marin comme on va faire des sauvetages en Everest. Donc, On n'a absolument, pardonnez-moi, je vous interromps, mais absolument aucun résultat pour l'instant dans les recherches. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? C'est inquiétant, c'est grave. Un sous-marin aujourd'hui est fabriqué, le Nautil de l'Ifremer, d'autres sous-marins, avec une certaine autonomie, plusieurs jours. Ici, il reste encore jusqu'à dimanche, je crois, d'air respirable. Non, jusqu'à jeudi, 15h, c'est officiel maintenant, ça a été confirmé par les gardes-côtes, ce qui veut dire qu'il nous reste 2 jours. Alors il nous reste 2 jours. Jeudi à cette heure-là, normalement, c'est terminé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il reste 2 jours et il y a peut-être les moyens de retrouver ce sous-marin. Un sous-marin, normalement, est équipé de moyens de positionnement. Le bateau de surface, le live support, peut positionner ce sous-marin grâce à des pingers. Ce sous-marin a des bouées largables, ce sous-marin a un lest largable, ce sous-marin a des ballasts. Donc il y a probablement une solution avant de se s'avouer vaincu. Sauf Jérôme Pellistrandi, qu'on parle quand même d'un appareil bien particulier. Hein. Oui, en fait c'est qu'on appelle plutôt un submersible qu'un sous-marin. Avec un sous-marin, on va avoir une zone vie, on a une zone opérationnelle, c'est un gros bateau. Là c'est quelque chose qui est très spécifique puisque d'abord il dépend entièrement au départ pour sa mission du bateau qui est au-dessus. Le bateau qui est au-dessus. Donc il va le mettre en place. Hein, et, ils ne sont pas reliés, je veux dire physiquement. Il peut y avoir des systèmes de câbles, mais pas à cette profondeur-là. Là, il part tout seul. Bon, la problématique, c'est que sur le plan radio, bah non, ça marche pas. Hein, il faudrait avoir des systèmes. Il y a un système de téléphonie. Oui, de toute façon, il y en a 2 par sous-marin normalement, et ils peuvent communiquer avec la surface. Sauf qu'on a perdu tout contact, Voilà. on n'a pas un seul contact avec eux pour C'est l'instant. compliqué. Et puis, d'abord, il est petit. Donc, effectivement, il va falloir mettre en œuvre des moyens très sophistiqués, donc qui sont en fait des moyens militaires. Vous voulez dire que sa taille limite une partie, enfin, on complique les recherches, Ça complique les recherches parce qu'il fait 7 mètres de long, donc ça complique les recherches. Hein. Il faut rechercher, même si on sait à peu près dans quelle zone il est par rapport au positionnement du bateau et puis du Titanic, donc on sait en haut, on sait en bas. Néanmoins, il faut trouver quelque chose qui a une longueur de 7 mètres, donc il faut des moyens extrêmement sophistiqués que seuls les marines militaires ont. Que pensez-vous de cette expédition, François Caudet? C'est du tourisme, c'est de la curiosité, c'est de l'histoire, ça peut être les 3 mélangés d'ailleurs. Hein. Oui, c'est les 3 mélangés, effectivement. D'abord, c'est un exploit. Hein. On ne plonge pas à cette profondeur-là sans courir des risques. Et par exemple, il y a un journaliste américain qui a plongé précédemment sur un de ces sous-marins et qui a échappé de peu, enfin, son bateau a échappé de peu à un grave accident, c'est-à-dire qu'ils étaient au fond près de l'arrière du Titanic et ils ont été pris par une lame de courant qui les a fait heurter l'hélice. À cette profondeur, excusez-moi, il y a encore des lames de courant. Alors, oui. Non mais pardonnez-moi, je pense que c'est pas le connu de il y a alors, des bizarreries. alors qu'on est au fond de la mer, Ouais, c'est le sol. c'est eux qui l'ont remarqué, et effectivement, c'est pas, on ne navigue pas à cette profondeur de façon anodine. Et autrement, l'intérêt historique est évident. Hein, c'est Nargeolet lui-même qui l'a dit. Il a fait plus de 20 plongées sur le Titanic. Et il dit, quand on arrive sur l'épave, vous prenez l'histoire en pleine figure. Jérôme Pellistrandi, quels sont les scénarios envisageables au moment où nous parlons? Alors, soit il a réussi à faire surface, Et on ne le sait pas encore. on ne sait pas encore ce qui serait la meilleure des solutions. Oui. Au moins, bon, ça me semble que c'est un petit truc de 7 mètres au milieu de la mer, Oui. mais ça serait la meilleure des solutions. Soit il est posé au fond, intact, il ne peut pas remonter, donc effectivement, là, c'est une question de temps. Donc, combien de temps d'oxygène il faut le localiser et comment aller le récupérer, ça c'est extrêmement compliqué. Soit il y a eu une implosion et là, bah, c'est fini. Qu'est-ce qui déclenche une implosion? C'est-à-dire que par exemple, il y a eu dans la coque, hein, il y a eu quelque chose qui fait que vous avez des pressions extrêmement fortes et malgré la solidité de la structure, vous pouvez avoir l'engin qui va en quelque sorte imploser et qui va couler voilà, en quelques secondes. On est très surpris de réaliser que
Alors je sais qu'on est dans l'océan, mais que en gros, il soit si difficile à identifier un engin de ce type. Mais il y a une chose qu'on ignore. Dans une zone qu'on connaît très bien, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de... Si, mais il est plus facile d'aller dans l'espace que d'aller dans les fonds de l'océan. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Ah oui, en effet, oui. Voilà. Aller dans l'espace, c'est plus facile qu'aller qu'au fond de l'océan. Allez, sur cette plaine. Pour revenir sur ces histoires de pression, ce qu'il faut imaginer, c'est la pression exercée à 3800 mètres de profondeur. À 3800 mètres de profondeur, on gagne 1 kg par centimètre carré tous les 10 mètres. À 3800 mètres de profondeur, il y a une pression de 380 kg par centimètre carré exercée sur la structure du sous-marin. Si ces sous-marins habités ne sont pas certifiés, ne sont pas testés préalablement, on s'expose évidemment à un risque. Et c'est vrai que des histoires comme celle-ci, et vous parlez d'implosion d'un sous-marin, c'est pas quelques secondes, hein, c'est moins d'un dixième de seconde s'il y a une implosion d'un submersible, surtout à cette profondeur-là. Mais surtout, on n'a pas d'autres histoires de sous-marins, d'opérations, d'exploration. Et là, on est un peu dans ce biais entre le véritable sous-marin d'exploration pour aller travailler, pour faire de la science, de la recherche, apporter et partager de la connaissance, à du tourisme dans des extrêmes qu'on observe aujourd'hui. Les deux sont mélangés, vous pensez que c'est un problème? Moi, je comprends qu'on a cette curiosité, et j'imagine que cet argent qui est dépensé par les touristes sert à maintenir par ailleurs les expéditions, les recherches et les enquêtes qui sont faites, non? Moi, je pense que quand on parle de naufrage et qu'on déploie un dispositif de naufrage en ce moment, vous parlez sur ce plateau très régulièrement de naufrage ces derniers temps, et de pouvoir déployer ces moyens-là dans d'autres mers comme la Méditerranée, ça serait peut-être aussi très intelligent. Alors, parmi les curiosités que nous avons tous, qui sont les 5 personnes à bord du sous-marin pour l'instant sous les mers? Eh bien, on fait quoi avec vous, Magali Chalet? Eh bien, il y a d'abord un Français de 77 ans, c'est Paul-Henri Narjolet, c'est le plus grand spécialiste au monde du Titanic. C'est le directeur, vous le voyez ici, c'est ce monsieur en jaune, c'est le directeur du programme de recherche sous-marine de l'épave du Titanic. C'est aussi le premier à avoir remonté des objets du paquebot. C'était en 1987 et au cours de cette expédition, eh bien, il a supervisé la remontée de plus de 5500 objets qui sont aujourd'hui exposés dans le monde entier. Alors, autre passager qui se trouve dans le sous-marin, il s'agit du riche homme d'affaires britannique Hamish Harding. Vous le voyez ici, 58 ans, père de 2 enfants. C'est le PDG d'une entreprise de jet privé qui est basée à Dubaï. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a plusieurs mentions au Guinness des records. Vous allez voir, il est allé dans l'espace il y a 1 an à bord de la fusée Blue Origin pour un vol de 10 minutes. Et puis, en 2021, ça continue. Il a également plongé dans la partie la plus profonde de l'océan à bord d'un submersible à 2 places. Vous allez le voir apparaître. Et puis, en 2019, il a également fait partie d'une équipe qui a réalisé le tour de la Terre dans un avion le plus rapide en passant par les 2 pôles. Autre passager, l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Daoud et son fils Suleiman. Vous voyez ici l'homme d'affaires, c'est le vice-président du conglomérat Engro qui investit notamment dans l'énergie et la pétrochimie. Et enfin, dernier passager de ce sous-marin, il s'agit de Stockton Rush, c'est le fondateur d'Ocean Gate, c'est la société qui organise ces missions sous-marines. Merci beaucoup, Magali Chalet. Il y a quelque chose qui est très clair, c'est que le Titanic continue de générer une passion, une curiosité, une histoire. On connaît par cœur l'histoire, et en même temps, à chaque fois que le film passe, on le regarde, on est capable d'ouvrir des livres, vous en avez écrit sans limite. Comment expliquez-vous ce mystère et cette curiosité qui continue de développer? Là, on a des gens qui payent 250 000 $ pour aller peut-être pas voir grand-chose, mais voilà, donc c'est quand même troublant. Il y a eu des expéditions préalables, là, il y a quelques temps, et il y en a une où les gens n'ont rien vu, parce que les conditions météo ne permettaient pas de voir quoi que ce soit. Donc là, ils ont été remboursés de leurs 250 000 $, et ils ont eu droit à un passage supplémentaire qui cette fois, a été couvert de succès. Pourquoi le Titanic nous fascine-t-il autant? C'est une question que vous avez pu vous poser suite à votre avis. Il a quelque chose d'unique, dans le sens où il représentait quand même un aboutissement de la technique de 1912. Il a coulé dans des conditions difficiles à bien comprendre, par temps calme, et avec une perte de vie humaine qui montait à 1500 personnes. C'est considérable à l'époque, c'était vraiment
la pire catastrophe maritime et sur un bateau qui était jugé parfaitement sûr. Donc, Oui. et puis, Rien ne pouvait lui arriver. Disait-on à l'époque, en tout cas, c'était la campagne. on l'a laissé entendre, mais enfin, oui, c'est jamais vrai. J'ai bien compris. Jean-Pédis Trandé. Alors, effectivement, c'est la catastrophe la plus documentée et qui reste la référence absolue. Souvenez-vous quand le paquebot Costa Concordia s'est pas cassé au large de la Méditerranée, les gens tout de suite ont pensé qu'il revivait le Titanic. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que le Titanic est la première grande catastrophe qui va être en fait connue quasiment en direct. Parce que le Titanic émet des messages en télégraphie, il y a toute cette histoire qu'on voit dans le film, et ce qui